Hello there. Oh merde. Damn! Oh mais... King! Oh pas camarades, bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons nous amuser. Nous sommes le mardi 18 juin 2024, il est 8h07, il fait beau et... Oh pardon, j'ai un appel. Bon sang de cheval de bois que je suis optimiste aujourd'hui. De bonne humeur limite. On va parler d'une arme réglementaire française. Et pour la toute première fois de l'histoire de la chaîne, nous allons parler d'une arme réglementaire française à percussion et donc à poudre noire. Oui! Parce que ça vaut le coup. Pistolet, modèle 1822. Tébis. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des magnes, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai. Est-ce que vous aviez encore besoin d'une preuve que l'armée française adore recycler? Ça tombe bien, je vais vous la donner. Prenons le pistolet modèle en neuf, donc année 1800, dans le calendrier révolutionnaire, 1800-1801. Changez l'huile en bouchoir, et paf, ça devient un 1816. Prenez le 1816, changez-lui... rien, en fait. Enfin si, allez, pour les puristes, rajoutez-lui un léger retroussi de la batterie, et boum! Vous avez le modèle 1822. Prenez le modèle 1822, transformez-le par un fort élégant bouchage de l'emplacement de la batterie et le soudage d'une masselotte rapportée portant la cheminée et paf! Vous avez le 1822T. C'est lui. J'en ai un. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'envole. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai. Il est très beau, hein. Oui, je trouve aussi. Et c'est pas pour rien, il vient de l'ancienne collection Gillot. Monsieur Gillot qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, et auquel d'ailleurs cet épisode est dédié, puisque je lui dois bien ça, il m'a redonné le goût des armes à percussion et à silex, était un collectionneur particulièrement attentif. Dans l'ancienne école, on dit maniaque, maintenant on dit pet de couille. Il ne collectionnait que le réglementaire français, et il a beaucoup acheté au Hussard à l'époque, et il n'achetait que des trucs raides de neuf. Sa collection était sublime, j'ai pu en garder quelques-uns, celui-ci est toujours en vente. Je ne me le suis pas gardé celui-là, mais franchement, c'était une collection qui valait le détour, c'est-à-dire ça vous arrachait les mirettes tellement c'était en bon état de conservation, c'était assez incroyable. Bref, prenez le 1822T, gardez-le littéralement comme il est, rayez-lui le canon, rehaussez-lui un petit peu le guidon, et paf, Prosper Youplaboum, c'est le roi du macadam, vous avez un des pistolets les plus élégants jamais fabriqués. Le 1822 Tébis, qu'on reconnaît généralement du premier coup d'œil, d'une part à cause de sa baguette en tulipe, je vous expliquerai après pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, mais surtout d'abord et avant tout grâce à son guidon, qui est littéralement un nichon. C'est un saint. C'est un dieu, c'est un héros. Non, il a une forme de boobs. La légende dit qu'il aurait été moulé sur le sein de Marie-Antoinette directement. C'est une private joke d'historien. Des produits recyclage, vous disais-je donc, l'armée française. Juste avant de tirer, et de causer un petit peu de celui-ci en particulier, parlons vite fait des modifications. Partons du pistolet modèle 1822 à silex donc. Il reste une quantité phénoménale de ces armes en stock quand l'état-major se rend compte qu'il serait peut-être temps enfin de passer à l'amorçage à percussion. Évidemment, hors de question de mettre toutes ces armes en assez bel état si c'est pas carrément neuve au pilon.
En 1840, on planche sur 2 systèmes de transformation de ces armes à silex. Je vous passe les détails tant c'est inutilement complexe, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'elles ne dureront que quelques mois chacune, affaiblissantes pour la structure de l'arme et surtout vachement trop chères. Elles seront rejetées. Ah oui, autre caractéristique dérivant du recyclage, on est des rats. Truc marrant d'ailleurs, l'autorité militaire s'est carrément chargée de faire disparaître les armes de ces 2 systèmes, tellement c'était naze. En 1841, monsieur Arcelin, qui sera très bientôt connu pour son colossal mousqueton et sa non moins colossale baïonnette, c'est le mousqueton modèle 1856 à système Arcelin. J'aimerais beaucoup vous le montrer, mais c'est extraordinairement cher. Monsieur Arcelin, donc, propose une nouvelle idée. Tout est conservé, hormis la lumière, donc c'est le trou par lequel passe le feu, qui normalement sur un silex est ici. Cette lumière est bouchée, l'ancien chien à mâchoire est dégagé, on obture le passage de la batterie qui est ici, et on supprime les taraudages inutiles. Cette modification simple, robuste et surtout pas chère, est bien entendu adoptée, et ce sont les arsenaux d'État qui s'occuperont directement de l'effectuer. Je sais d'ailleurs pas pourquoi est-ce que je vous montre le T-bis, puisque c'est le T dont on parle. Alors sur ce pistolet modèle 1822T, qui a toujours un canon lisse, je rappelle, comme on est des petits rigolos quand même, on en profite en douce vite fait pour augmenter très légèrement l'alésage, c'est-à-dire le diamètre du canon. Pour quelle raison, vous allez me dire? On est des petites fouines. Augmenter le diamètre intérieur du canon, ça veut dire qu'on augmente le diamètre des balles. Et donc, l'armée française pourra tirer les balles ennemies, plus petites, mais pas le contraire. On vous a bien niqué, hein? À partir de 1860, la deuxième modification, donc le T-bis, cette fois je peux vous montrer le T-bis, consiste en fait à réaliser et à rayer le canon, cette fois-ci, à un diamètre de 17,7. 4 rayures plates, constantes, à un pas d'un demi-mètre. Sur le 1822 T-bis, la hausse d'origine, qui est portée par la queue de culasse et qui existait déjà sur le modèle 1822, voilà, ce sont les mêmes, est conservée. Mais, comme je vous l'ai dit, le guidon est rehaussé, ce qui lui fera prendre son surnom affectueux de nichon chez les collectionneurs, ce qui en fera, à ma connaissance, la seule arme érotique non figurative jamais créée. Alors, la raison pour ça? C'est tout simplement qu'avec le nouvel alésage et le pas de rayure, l'arme a tendance à tirer trop haut. Donc, on augmente la hauteur du guidon pour tirer plus bas. C'est aussi con que ça. Grâce à tout ça, on standardise enfin les munitions. Et notamment pour le pistolet de cavalerie, car oui, je l'avais pas dit, mais ça c'est un pistolet de cavalerie. Ah ouais, et j'ai oublié de vous dire un truc, le pistolet 1822 T-bis se mettait dans cette fonte-là. Celle-là, là. Voilà. Par 2. Chaque cavalier en avait 2. Qui reçoit enfin la cartouche modèle 1857 du fusil à balles vidées qui était inutilisable dans un canon lisse. C'est elle. Et justement, puisque nous sortons la munition, il va falloir penser à tirer. Ça ne m'enchante pas. Car, poudre noire, je vais donc remettre mon pull alors qu'il fait chaud, mais j'ai pas l'intention de saloper tout ce qui est en dessous. Noir sur noir, ça devra le faire. Et vous m'en voudrez pas, mais il y aura des coupes assez régulières et un peu inexpliquées. Il faudra que je ventile, car sinon, votre French Grenier chéri ne durera pas plus d'un épisode. Truc marrant d'ailleurs à noter, si je mourais là maintenant, vous vous en rendriez pas compte. Bah ouais, j'ai 6 mois d'avance sur les épisodes et donc ils sortiraient tout à fait normalement jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que, ah bah tiens, pourquoi est-ce qu'ils se tait d'un coup? Alors à noter que je garantis absolument pas les résultats, c'est la première fois de ma vie que je tire avec ce truc-là. Alors, je vous avais dit que je vous expliquerai pourquoi la baguette. Cette baguette en tête de tulipe est creuse, largement creuse. Alors on entend un peu tout à ce sujet. Ce serait pour épouser la forme ogivale de la balle. Non. C'est un effet collatéral que ça épouse la forme de la balle, parce qu'en réalité, elle était vidée jusqu'ici, or la balle ne peut rentrer globalement que jusque-là. Non, en réalité, c'est parce que cette munition modèle 1857, c'est celle du fusil. Un canon légèrement plus long, genre d'1 mètre. Et donc une charge un tout petit peu plus péchue, et donc plus de poudre. Ce qui fait que nous devons saigner la cartouche. Le saignage de la cartouche, ça consiste tout bonnement à retirer une partie de la poudre. Alors, pour ce faire, à l'origine, déjà les munitions n'étaient pas entourées de scotch comme les miennes, mais à l'origine, on prenait ses dents et on faisait... Voilà, on déchirait le papier de la cartouche et on mettait la poudre dans le canon. Formidable. Alors, pour les 2-3 du fond qui ne connaîtraient pas encore l'anecdote, c'est pour ça que quand on a un espace
Entre ces deux dents, ça s'appelle les dents du bonheur. Parce que les gens qui avaient cet espace-là entre les dents étaient réformés parce qu'ils ne pouvaient pas faire. C'est tout con. Alors donc, je vais saigner cette fameuse munition. Voilà. On a donc accès à la charge de poudre et la baguette est vidée, c'est une dosette. C'est-à-dire, on prend sa poudre et on remplit la baguette de poudre. Et ça, eh ben, c'est la dose qu'il faut enlever pour avoir la charge pistolet qui reste, elle, ici. Ça, je suis sûr qu'on vous l'avait pas raconté sur National Geographic. Hein. Alors la question, c'est qu'est-ce que je fais de cette merde de poudre, moi, maintenant? Un peu de yaourt, s'il vous plaît. Alors, vient maintenant la délicate opération. Je vais foutre la poudre ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée. La délicate opération de charger. Alors donc, ce que je vais faire, je vais déjà brûler ma cheminée, mettre une petite amorce 1081. Alors en réalité, c'est une grosse amorce 1081. Ce sont les amorces à ailettes qu'on met sur la cheminée. Comme ceci, et juste un coup comme ça. Voilà. Histoire de vérifier qu'il n'y a pas d'huile, de machin, de bidule, enfin bref. Voilà. Alors, on fout la poudre, et ensuite... on fout la balle qui est dans un emballage graissé, comme vous pouvez le voir. Enfin, plus ou moins ciré. Voilà. On se sert du biduchon qui est fait pour. C'est vraiment pas... ce que j'ai connu de plus pratique, mais bon. Je vérifie avec la dite baguette si j'ai pas un espace abusé. Non, c'est bon. Et on est prêt pour faire fonctionner ce molosse. Car oui, hein, je rappelle que le 22 TB, c'est quand même un gros pistolet. À l'époque, croyez-moi que ça faisait pas les rigolos quand c'était face à un canon de 17,7. Alors, attendez, je vais le prendre à deux mains exceptionnellement. C'est dur, j'ai peur de rater. Waouh! Ok. Eh ben, ça envoie un peu du bois, hein, chers amis, et j'ai l'impression que je suis vachement haut. Ça n'est pas qu'une impression, je suis vachement haut. Alors, eh ben, recommençons. Alors oui, hein, c'est marrant quand même, le nombre de personnes qui me disent « Ah ouais, mais ça prenait vachement de temps quand même, heureusement qu'on a les trucs modernes et tout. » Alors oui, c'est sûr que par rapport à nos semi-automatiques, oui, c'est dérisoire. Mais à l'époque, ils avaient que ça. Et tout le monde n'avait que ça. Et je parle même pas des armes prussiennes et compagnie, ou anglaises, etc., qui étaient identiques, si ce n'est pire. Alors, donc, on reprend sa chargette de poudre. On ressort la baguette. On saigne notre munition. Hop. Je vais m'éclater, je sens, à devoir nettoyer. C'est bien parce que c'est vous et que j'ai très envie de tirer avec ce machin. Donc pour vous donner une idée, voilà, hein, je l'ai un peu plus déchiré. C'est une grosse bastos. C'est vraiment une grosse bastos. On en reparlera des munitions, ne vous inquiétez pas. Alors, et c'est reparti. Oui, je fais probablement ça comme un pied, hein, je sais. Les amateurs de poudre noire vont me hurler dessus. Et je vous en... Alors, all over again. Tac.
C'est tout bon. Une amorce. Et on va essayer de toucher cette fois-ci. Alors, je m'étais mis à peu près point visé, point touché. Et je suis bien 30 cm trop haut. Ok, c'est parti, mon kiki d'amour. Alors attends, je suis là. 1, 2, 2,5. 1, 2, 2,5. Oh putain. D'accord, encore un peu trop haut, mais putain. Vous avez vu ce mastar de trou de ouf? Oh la vache, comme disent les jeunes. Et puis, fumer c'est mal. Je vais aérer, je reviens. Allez, on s'en refait encore une et on continue de blablater comme disent les rageux. Alors, munitions d'ailleurs, juste comme ça que je dois également à Monsieur Gillot. Décidément, cet homme, quelle merveille. Ah, je peux vous dire que vu ce qu'il en avait fait avant sa mort, je peux tenir un siège au 1822 Tébis. Alors, nous saignons la munition, hein, voilà, c'est immuable. Et rendez-vous quand même compte hein, du chemin qu'on a fait depuis. C'est grâce au semi-automatisme, nous avons quand même rendu les guerres nettement plus atroces. Contrairement à ce qu'on peut dire et entendre et machin. Ce que je rappelle juste comme ça, hein, qu'en tirant plus vite, on tue plus de monde. Et que ceci étant, il ne faut pas s'inquiéter pour les cavaliers de l'époque, car je rappelle, je vous l'avais dit dans l'épisode qui était consacré au 1892, c'est une arme de cavalier qui était tenue dans la main gauche et dans l'autre, il y avait un sabre. Le modèle 1822, certes, mais après le 54, qui est encore plus lourd et qui est encore plus massif et qui coupe des mecs encore plus facilement en deux. Alors, amorce, chien alarmé, amorce, casque. Bah. Et c'est reparti. Alors attends, on a dit 1, 2, 3, on va se mettre là. Oh, tuc. Il m'a un peu échappé et j'ignore pourquoi parce que d'habitude il est plus dur que ça. Mais bon, bah c'est bien. J'ai touché. Ah, ça fait quand même des sacrés trous. Hein. Alors, ce sont pas des balles extrêmement véloces. Ceci étant, on va en reparler, ce sont des balles lourdes. Et je n'aimerais vraiment pas être en face, là. Ceci étant, je sais pas si vous l'entendez, mais on n'entend pas le pare-balles métallique au fond. C'est que c'est vraiment léger, quoi. Et c'est crade. C'est super crade, je vais devoir nettoyer tout ce merdier, j'adore. je me régale à l'idée. Bref. Et dire qu'il y en a qui font ça de façon récréative. Alors à noter juste au passage un truc important, je parle du pistolet 1822 Tébis. Mais évidemment, tout le reste du système est concerné. Hein. Je parle pas des armes longues, mais elles sont concernées aussi. Enfin, sauf certaines armes comme le mousqueton de cavalerie par exemple, dont on savait très bien qu'on le supprimerait définitivement, et donc il a jamais eu droit à la transformation, et les armes d'emploi spécial comme les armes de gendarmerie par exemple, qui n'ont jamais subi la Tébis. Et à noter d'ailleurs que le pistolet de cavalerie modèle 1822 Tébis sera le seul et unique de toute la série à avoir une modification du canon. Modification de l'alésage. Et c'est pour ça, on reviendra au marquage après, hein, vous inquiétez pas, mais quand vous lisez sur le côté gauche calibre de 17.6 A, A ça veut dire alésé. De 17.6, qui est son calibre d'origine, alésé à 17.7. Car toutes les autres armes qui ont été transformées au standard 22 Tébis étaient déjà en 17.7. Lui, c'est le seul qui était en 17.6 à la base. Alors, tiens, pendant qu'on y est, parlons d'un autre détail technique qui montre encore une fois que les rapias sont rois. Des rois pias, du coup.
Pourquoi ? Alors que depuis 1850, deux types de platines existaient, donc la platine, c'est ça. Pourquoi de ces deux platines est-ce qu'on a choisi la moins moderne des deux pour la transformation 1822 T-bis ? Vous avez les platines avant, dont le ressort principal est à l'avant. Là, le ressort principal, en gros, il fait ça, puis ça. Et il vient se loger sur la chaînette. Vous avez ces platines avant, et puis des platines arrière, où le chien est ici, et où le ressort principal est à l'arrière. Les platines avant, comme celui-ci, ce sont les plus anciennes. Les platines arrière, ce sont les plus modernes. Vous savez du coup pourquoi est-ce qu'on a choisi les plus anciennes ? Alors, déjà, pour une raison un peu plus entendable que la moyenne, c'est que les platines arrière entaillent beaucoup plus les crosses. Et on considère que les armes qui vont être transformées au standard 22 T-bis vont connaître le service le plus rude. Et donc on essaie d'éviter de fragiliser les crosses, enfin bon bref, voilà. Et puis surtout, d'autre part, parce qu'on voulait pas jeter les platines. Voilà. Toutes ces platines en stock, on va les réutiliser, bordel de merde. L'État français n'a pas que ça à foutre de claquer du pognon dans des platines arrière. Des pros du recyclage, je vous dis. Putain, c'est dense hein, comme épisode. Je trouve aussi. Il y a tellement à dire aussi. Voici un petit interlude musical pour vous détendre. C'est bon, vous êtes détendu ? Alors, le pistolet de cavalerie modèle 1822 T-bis. D'une longueur totale de 348 mm, d'une longueur de canon de 200, d'un calibre de 17,7 comme on l'a déjà vu, d'une masse à vide de 1 kg 230. Ce qui en fait pas un pistolet si lourd que ça en réalité, hein. C'est à peine plus lourd qu'un CZP-09. En revanche, c'est bien plus mal équilibré. Alors, les munitions, je vous le promets depuis tout à l'heure, reparlons-en vite fait. Pour le modèle 1822T, la cartouche, c'est d'abord la cartouche modèle 1842, avec une balle sphérique en plomb de 17 mm. Puis en 1848, on passe à 16,7. C'est également une poudre en cartouché comme celle que je tire, et il y en a 3 grammes. Moins une éventuelle saignée pour les pistolets, mais c'était pas fréquent à l'époque. Pour le 1822 T-bis, nous sommes encore une fois sur une balle en cartouché, mais une balle oblongue, cette fois ogival, de 17 mm à partir de 1857, c'est celle que je tire, puis de 17,2 à partir de 1863. La charge pour cela, c'est 2 grammes, 1 gramme d'eau. Alors, avant de faire nos derniers tirs et de conclure, parlons un petit peu des marquages. En effet, la durée de service particulièrement longue du 1822, puisqu'il ne sera remplacé que par le modèle 1873. Oui, on est passé de ça à un revolver quand même. Durée de service et transformation incluse, hein, bien entendu. L'affubleront fatalement d'un grand nombre de marquages. Et beau Dieu, celui-ci a été gâté. Bon, alors pour vous donner une idée de ce que c'est que les poinçons dans l'armée française, évidemment sur le bois il y en a, ils sont magnifiques, regardez-moi ce marquage là en cursif, c'est magnifique bordel, il y en a partout. Évidemment sur absolument toutes les garnitures il y en a, et y compris là. Voilà, là il y en a un. Sur toutes les vis, il y en a. Sur toutes les garnitures laiton, il y en a. Sur la platine, bien évidemment, les marquages habituels qui sont très très beaux, mais aussi de l'autre côté, bien entendu, de l'autre côté du chien, mais de l'autre côté du corps de platine, de l'autre côté de chaque putain de pièce. Regardez la noix, là, comme elle est bien, ouh là là là, ouh c'est beau ça, ouh c'est beau. Évidemment, sur la pièce qui bouche l'ancien bassinet, là, c'est la fiesta, il y en a là, il y en a là, il y en a de l'autre côté encore, enfin bon bref, là c'est le bordel. Sur le canon, alors là c'est l'orgie totale, là vous avez le calibre plus 2 poinçons, un matricule plus 3 pinçons, un autre matricule plus 2 poinçons, des poinçons absolument partout, des poinçons, des poinçons, des poinçons, des matricules, des dates, des poinçons, là vous avez la date de transformation, il y a des poinçons absolument partout, enfin voilà, c'est le délire, on se demande pourquoi il n'y en a pas sur la cheminée, là c'est le modèle, et vous allez me dire, bah sur la bride il n'y en a pas. Oui, mais ça, c'est parce que tu l'as pas démonté encore. Bien sûr qu'il y a des poinçons, bordel, même là-dessus, il y a des poinçons. Et les poinçons, ils sont sur un endroit qu'on voit pas. Alors, dans l'ordre et entre autres, parce que sinon on n'a vraiment pas fini, sur la platine, vous avez l'éternel marquage de manufacture
en indicatif RE, R en indicatif LE, donc Manufacture Royale de Maubeuge. En l'occurrence, celui-ci, il est de Maubeuge. Alors, c'est là où c'est un petit peu étonnant, dans le sens où généralement, quand une arme change de régime, c'est-à-dire de régime politique, ça va sans dire, puisque celle-là a quand même connu, en 1824, la mort de Louis XVIII. C'est la même année. D'ailleurs, attendez voir si je me gourre pas. Ouais, le 1822T, il est aussi de 1824. Oh, c'est amusant. Il a donc connu la mort de Louis XVIII, donc la Seconde Restauration, puis la monarchie de Charles X, puis la monarchie de Louis-Philippe, puis la République, puis le Second Empire, enfin bon bref. C'est assez étonnant qu'ils aient laissé Manufacture Royale de Maubeuge. En général, alors, c'est plutôt sur les armes blanches, mais à force de révolution et de coups d'État, on évite de montrer des signes ostensibles de soutien au régime précédent. Bon, voilà. C'est étonnant, franchement, que... Alors, c'est pas uniquement cet exemplaire-là, tous, mais c'est assez étonnant qu'ils aient pas remarqué au fur et à mesure des changements de régime. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais voilà. Moi, je trouve ça assez étonnant. Ensuite, sur la même platine, vous avez le C couronné dans un ovale. Ça, c'est le poinçon de Casamajou. Jean-Nicolas de son petit nom, qui était contrôleur à Maubeuge de 1811 à 1819. Ensuite, au canon, c'est encore la Fiesta. Alors, je vous ai déjà montré qu'en dessous, il y en a des bavés, mais prenons les principaux, on va dire. Au flanc droit, MR pour Manufacture Royale, la date originelle de 1824, c'est-à-dire celui de la fabrication réelle de ce canon. Juste à l'avant de MR, vous avez le C dans un losange de compas. Louis-Nicolas de son petit nom, qui était contrôleur à Tulle de 1820 à 1839. Vous avez également le marquage de calibre, ça je vous l'ai déjà expliqué. Sur les garnitures, ici, là... Également quelque part par là, mais je ne sais plus où il est. Enfin bon, bref, il y en a sur toutes les garnitures. Le D du fameux Deschasseaux, Jean-Baptiste de son petit nom, qui est une énigme pour la plupart des amateurs d'armes réglementaires françaises. Bien entendu, en dehors de ça, le matricule qu'on retrouve ici, ici et sur la baguette. Des poinçons un peu partout au bois. Ici, de nouveau, c'est magnifique. Vous avez l'indication de la manufacture d'armes de Maubeuge. Ici, vous avez le T dans un écusson étoilé. Je me souviens plus qui c'est, ça. Ça, c'en est un qu'on voit pas souvent. Enfin bon, bref, voilà, c'est la Fiesta. Et c'est aussi pour ça, vous savez que j'adore les marquages, c'est pour ça que j'aime tant les Mother, c'est parce qu'ils ont des marquages. Et les armes réglementaires françaises, c'est pareil, il y a des marquages partout. On a toujours été de grands amateurs des marquages. Allez, avant de conclure, nous allons encore faire un petit tir sur cible et après on fera un test débile. Mais pas si débile que ça, vous allez voir. D'ailleurs, à noter truc marrant, je saigne les cartouches et le flingue m'a saigné moi-même. Ça se trouve, il pense que j'ai trop de poudre en moi. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette poudre que je suis en train de saigner, là, vraiment? C'est une hémorragie. Hop. De nouveau, l'opération pète-couille. On se croirait dans un San Antonio. L'inspecteur San Antonio dans Opération pète-couille. Alors, on va se mettre... attends. 1,5, 2,5, 3,5. Ponk! Ah putain, ça marche bien. Hein. Ça marche bien, cette bêtise. Ponk. Non, c'est assez agréable au tir. Et contrairement à certaines autres armes, notamment le 1777, que j'aimerais bien vous montrer vraiment, parce que c'est une arme que j'affectionne. Sur le 1777, on se rend vite compte que cette vis-là est super mal placée. Parce qu'au bout de 4 tirs, on l'a imprimée dans la main définitivement. Et là, non, ça va. Ça va. Alors, c'est une queue de détente qui est abominablement difficile à passer. Bon, bah, c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas comme les armes modernes où je dis qu'une queue de détente est dégueulasse parce qu'il y a mieux. Là, à ce moment-là, en armes militaires, il n'y avait pas mieux. Elles étaient toutes à peu près de ce genre-là. C'est mon ventre qui a fait gruic, là? Ou ai-je faim à ce point-là? Ah! Merde! Ah bah, vous l'avez pas vu, ce coup, en fait. Pardon. Excusez-moi, j'avais oublié de rallumer la caméra. Voici une photo. Bon, ça va, c'est pas frustrant comme carton, c'est pas excellent, mais c'est pas frustrant. Le premier était quelque part par là, le second, le troisième et le quatrième. C'est pas mal.
Bon, allez, test débile. Ça me gratte. À votre avis, que vaut ce pistolet qui était donc une arme de guerre et potentiellement aussi une arme de défense sur le territoire national ? Pour les soldats qui rentraient et bon, qui au détour d'une auberge se faisaient sauvagement agresser par des trous du cul. Face à ce truc dégueulasse qui est potentiellement une arme de guerre et potentiellement une arme de défense de soldats qui, au détour d'un sex shop, se fait sauvagement agresser par des gredins vils et odieux. En dehors du côté mécanique, d'un pur point de vue balistique. Alors d'accord, cette munition-là est plus tendue. C'est du 40 Smith & Wesson, hein, j'ai choisi du 40 Smith & Wesson. Évidemment, oui, ça c'est plus tendu, ça va plus vite, etc. etc. Mais à l'impact, qu'est-ce que ça donne ? Ressortons la fameuse bubuche. Elle nous dira tout. Allez, c'est parti, faisons le test. Qu'est-ce qui va lui mettre la misère au plus haut point ? Mais j'ai une forte idée de ce qui va se passer. Alors, commençons par le 40 Smith & Wesson, sorti d'un dégueulasse SIG P229, mais qui pourrait être plus dégueulasse que ça. Bien. Eh bien, ma foi, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà. C'est plat, c'est naze, comme une arme moderne, quoi. Alors, maintenant, old school, en priant pour que je n'ai pas un rebond de cette fantastique balle très très lourde. Prions, mes frères, prions. Alors, on va se mettre un peu bas, comme d'habitude. Ah si. Elle est là. Bon, j'ai comme qui dirait été protégé par ma bonne étoile et parce que j'ai bien parlé de son cas. Mais c'est marrant, je vois une différence très nette. Voilà la balle, elle est là. Elle est bien éclatée. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le trou de la 40 Smith & Wesson, pas si profond que ça en réalité, et du diamètre de la balle, ou peu s'en faut. Et puis l'énorme impact de la 17 mm du 1822 T-bis. Ça a enfoncé, mais c'est la violence. Ce que vous voyez là au fond, en fait, c'est la partie supérieure du bois qui ne s'est pas écartée comme pourrait être celle-là, par exemple, mais qui s'est littéralement enfoncée et à plat. Ponk, on a juste compressé le bois, on a éclaté de la fibre, enfin bon bref, et vous avez vu que la bûche, qui est lourde pourtant, a quasiment pas bougé avec le 40 Smith & Wesson, et a valdingué à une soixantaine de centimètres avec un coup de 22 T-bis, quoi. Et ben voilà, nous l'aurons vu en action, nous aurons vu son histoire.
Ça m'a fait un immense plaisir de vous montrer ce 1822 TB. Je me suis éclaté et ça faisait pas mal de mois que j'avais déjà prévu de le faire. Si ça vous plaît, je vais faire mon youtubeur un petit peu, mais si ça vous plaît, commentez, pouce bleuté, partagez, bordel. J'en ai au minimum 3 autres que j'aimerais vous faire, que je ne vous ferai pas nécessairement si y a personne qui regarde, parce que c'est chiant à faire. C'est très chiant à faire. Et encore, là tout de suite ça va, je suis encore un peu dans le déni, mais il va falloir que je nettoie cette bouse. Et encore celui-là, c'est un des plus simples à nettoyer. D'ailleurs j'en profite en parlant de démontage. Vous trouvez ici dans l'embouchoir une petite encoche. Cette petite encoche ne se retrouve pas sur les 1822T et 1822, et elle est propre au 1822T bis. C'est tout simplement parce qu'au démontage, on pivote l'embouchoir, et cette encoche permet de passer le guidon. Vraiment, ça m'a fait super plaisir, mais c'est un petit peu casse-bonbon à faire par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà, je me mets mes munitions, poum 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 poum, et puis je range le flingue, je le nettoie même pas. Là, je vais pas avoir le choix. Donc voilà, si ça vous plaît et que vous voulez en voir d'autres, envoyez la sauce, les gars. D'ici là, eh bien mes amis, je vous souhaite tout le meilleur. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. C'est une nouvelle coupe de cheveux ? Nouvelle coupe de barbe, peut-être. Ah non, pardon, c'est une dame, excusez-moi. Mangez des légumes, notamment de l'oignon, car c'est patriotique, voyez-vous. Buvez de l'eau, notamment du vin, car c'est patriotique, voyez-vous. Ciao!